Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! Travailler avec le corps, le cœur et la tête. Voilà mon métier de mon invité du jour. Un nouvel épisode et une nouvelle Lorraine à mon micro. Lorraine est psychométricienne, un métier dans le domaine de la santé autour des troubles psychomoteurs chez l'enfant et l'adulte. Après avoir fait une formation en laboratoire, elle décide de changer de voie pour un domaine qui lui correspond plus, un métier qui fait sens avec ses attentes et qui elle est. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce métier peu connu encore. Lorraine nous partage avec beaucoup de générosité son quotidien, ses challenges et sa vie en tant que psychométricienne. Bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour Jalila. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va super. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup de venir parler de toi, de ton métier et puis du coup d'en savoir un peu plus sur la vision que tu portes sur le travail. Pour commencer, comme je demande à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter et nous dire également ce que tu fais dans la vie ? Alors déjà merci à toi de m'avoir proposé, ça me fait grand plaisir. Du coup moi je m'appelle Lorraine et dans la vie, alors mon métier c'est psychomotricienne. C'est un métier du paramédical qui en effet n'est pas très connu et qui touche vraiment l'ensemble de la personne. Et c'est un travail on intervient autant auprès des tout petits bébés que des enfants, que des ados, que des adultes, jusqu'à la personne âgée. Et moi, dans mon cas, actuellement, je travaille plus avec des enfants et en pédopsychiatrie et en libéral. Enfin, même si c'est des enfants, on va dire les pathologies et le pourquoi ils viennent me voir, c'est complètement différent et très, très varié. Ok, c'est au cas par cas. Super, on va voir ça tout à l'heure, merci. Je voulais savoir du coup, petite, est-ce que tu avais en tête ce métier-là ou tu avais d'autres idées de ce que tu voulais faire ? Alors quand j'étais petite, je connaissais pas du tout ce métier. J'ai connu au lycée parce que une autre fille de ma classe voulait faire ce métier-là et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Mais petite, j'avais pas spécialement d'envie de métier. Enfin, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, quoi. C'est plus au lycée où je me suis dit bon, alors qu'est-ce que je veux faire ? Et j'ai plus voulu travailler dans la biologie au début, donc rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs, je suis partie faire un BTS pour travailler dans les laboratoires, mais je l'ai eu. D'accord. Mais c'est pas mon métier actuel. J'ai changé de voie en fait après. Justement, en fait, l'été, je travaillais juste en job étudiant. C'était pas un boulot dans les laboratoires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que les laboratoires, ça me correspond pas, ça me va pas. Je me suis ennuyée pendant mon stage, même si c'était quelque chose qui me plaisait. En tout cas, les cours m'ont énormément plu. Et puis finalement, le mot psychomote est revenu dans ma tête et j'ai recherché ce que c'était. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est ça, quoi. Ça me correspond beaucoup plus. Sachant que, en parallèle, j'étais aussi animatrice en centre aéré. Et puis, il y avait une année où un enfant était là et puis je pense qu'il avait des troubles du spectre autistique. Il était tout seul avec lui-même, il n'était pas du tout avec les autres. C'était difficile de l'emmener vers le groupe, en fait. Et l'année d'après, c'était un garçon totalement différent. Il pouvait se poser avec nous, il pouvait suivre les activités qu'on proposait. Et je me suis dit, mais en fait, je vais être actrice de cette évolution-là, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancée, du coup, après le BTS.
Ok, ça marche. Est-ce que, du coup, tu me disais que tu n'avais pas forcément d'idée précise de ce que tu voulais faire petite. Quelle était la vision que tu avais du travail? Est-ce que c'était, on voit du coup nos parents partir, etc. Enfin voilà, une vision assez générale. Est-ce que c'était le travail un peu, c'est obligatoire, il faut, voilà, ça paye les factures, etc. Est-ce que tu avais une vision ou alors, enfin, qu'est-ce que tu comprenais du travail? Bah, je crois que j'en comprenais pas grand-chose, à part que ça permettait de vivre. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout, je me représentais pas quoi. En tout cas, le métier de mes parents qui est toujours en usine, tant que j'y suis pas allée, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Ouais. Tu savais qu'ils partaient et qu'ils revenaient le soir. C'est ça. Ouais. Mais dans leur journée, je savais pas ce qu'ils faisaient avant d'y aller moi-même finalement pour l'été. Ouais, c'était abstrait. Du coup, là, après la fin de tes études, enfin, ça fait combien d'années que tu as fini tes études? Et ben là, ça va faire 3 ans. Ok. Du coup, quel regard tu as sur du coup la Lorraine de quand tu as commencé, ou si c'est encore un peu trop tôt et que tu as la même vision, peut-être la Lorraine qui sort du bac avec plein d'idées en tête? Euh, Déjà, je trouve que j'ai vachement pris confiance en moi, que ce soit au niveau du travail ou même au niveau personnel. Surtout si on prend la Lorraine du bac, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait psychomote tout de suite, c'est qu'il y avait un concours et que je me sentais pas du tout de le faire. Alors que 2 ans plus tard, après un BTS dans la bio, je me sentais beaucoup plus capable. Et maintenant, du coup, ça va faire 3 ans que je travaille et je commence un peu à prendre mes marques. Alors, ça n'a pas été facile parce que dans les 3 ans, on a eu le Covid, notamment. Donc, ça a chamboulé pas mal de choses. Parce que sachant que je travaillais en EHPAD avant, le travail a été, ça a été vraiment chamboulé. C'était de l'adaptation tout le temps finalement. Donc, il y a que, depuis là 6 mois où ça commence à être un peu plus régulier, on va dire, dans nos pratiques, surtout au niveau de l'équipe, parce que du coup, je travaille aussi en équipe en pédopsychiatrie. D'accord. Donc, on a toutes les contraintes de l'hôpital et par exemple, après le Covid, on recevait les enfants, mais un par un, parce qu'on pouvait pas les recevoir en groupe. À l'EHPAD, je faisais partie de ce qui s'appelle le PASA, donc c'est pôle d'activité et soins adaptés. Donc c'est pour les personnes qui présentent un Alzheimer. Et là, on faisait un repas thérapeutique. Donc toute la journée, on était en groupe, on faisait des activités en groupe. Et puis là, on n'a pas pu le faire pendant le Covid et jusqu'à ce que j'arrête du coup mon contrat, parce que toutes les règles qu'on avait à suivre, quoi. Donc je pense que j'ai aussi beaucoup, je me fais plus confiance dans le sens où je sais que je peux m'adapter aussi maintenant. Oui. Et je pense qu'il y a 3 ans, je pensais pas que j'allais pouvoir faire tout ça. Ouais, et j'imagine qu'un début de carrière en plein Covid qui chamboule tout ce que tu as appris autre, parce que du coup tu commençais, mais tu as dû aussi t'adapter à une nouvelle situation. Ça a dû être assez challengeant. Est-ce que du coup on peut creuser sur ton métier, parce que du coup ce que tu me disais, c'est qu'en termes d'âge, il n'y a pas de limite. Moi, il y a quelques années, quand tu me disais psychomotricien, psychomotricienne, je voyais ça qu'avec les enfants. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas, mais pour moi, c'était que pour les enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton métier, comment ça se passe au quotidien, etc., etc. En tout cas, l'image de travailler avec les enfants, je pense qu'elle est normale parce que c'est l'origine du métier. En fait, les premiers psychomotriciens, c'était un peu les premiers éducateurs sportifs dans les écoles finalement. Et c'est après que ça a évolué. C'est un métier récent, c'est un métier des années 70. Et du coup, pas toujours très connu. Et en effet, il y a cette question à nouveau d'adaptation à chaque personne. Donc, comme je le disais, on peut travailler du tout petit. Donc, ça peut être en prévention, par exemple dans les crèches, où on va surtout avoir un rôle d'observateur. Et quand on va voir qu'un enfant a du retard ou est en difficulté, par exemple pour se retourner ou s'asseoir, on va être là pour l'aider, en fait, lui essayer de l'amener à avoir les bonnes façons de faire. Après, en effet, auprès des enfants, comme je disais tout à l'heure, c'est très large. Un peu de psychiatrie, je travaille beaucoup autour de l'enveloppe corporelle. Ils ont souvent besoin d'être portés.
Je travaille également autour de la motricité quand ils ont du mal, quand ils sont un peu, voire beaucoup maladroits, qui ils se représentent pas l'espace autour d'eux. Ils vont parfois rentrer dans les autres sans faire attention. Donc je travaille autour de ça. Au niveau des enfants, on a souvent en libéral par exemple, il y a beaucoup d'indications au niveau des dysgraphies, des difficultés d'écriture. D'accord. Au niveau de l'attention aussi, les enfants qui n'arrivent pas à rester sur leur chaise en classe, par exemple. Enfin, c'est très, très varié au niveau des enfants. Après, plus grand, en tant qu'adulte, on travaille parfois autour de l'image du corps. Donc, apprécier son image, ne pas se dévaloriser. Après, on peut aussi intervenir après des accidents, donc dans les services de soins et de réadaptation. Et puis, comme j'ai fait aussi en EHPAD avec les personnes âgées, où là, du coup, mon rôle, c'était plus à la fois, je travaillais avec des gens qui avaient du mal à marcher, par exemple, à garder, de l'autonomie dans la marche. Donc, je les aidais à retrouver soit confiance en eux, soit on travaillait plus autour de l'équilibre. Ça dépendait des besoins. Et parfois, c'était plus autour du bien-être corporel et psychique. Quand je présentais mon métier aux personnes âgées qui, eux, ne connaissaient pas du tout, avaient quasiment jamais entendu ce mot-là, j'aimais bien leur dire que moi, je travaillais avec le corps, le cœur et la tête. Parce que la psychomotricité, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est le corporel, c'est le psychique, mais c'est aussi l'émotionnel, quoi. Et la base des soins, c'est aussi la relation à l'autre. Il se joue beaucoup, beaucoup de choses dans la relation. Ouais, j'imagine. Mais du coup, ouais, c'est un métier qui est très varié. En plus, vous pouvez travailler dans différents lieux, on va dire. J'ai pas le mot. En termes de formation, tu disais, c'est 3 années de formation, c'est ça? C'est ça, c'est un diplôme d'État, comme infirmier, c'est en 3 ans. Et c'est dans les écoles de psychomotricité. Ok. Et est-ce qu'après, il y a des spécialisations ou il y a des formations supplémentaires selon le domaine, entre guillemets, que tu choisis? Parce que j'imagine qu'on va pas travailler avec, de la même façon avec un enfant qui, par exemple, a eu un accident ou autre, ou un enfant qui naît comme ça, ou même un enfant et un adulte. Est-ce que du coup, vous avez des formations qui vous permettent de certaines mises à jour et une continuité de formation? Oui, oui, alors c'est des petites formations. Alors il y en a qui vont être sur plusieurs années. Par exemple, je pense à quelqu'un qui utilise la sophrologie en séance. Elle a fait un diplôme après les études de sophrologue. Il y en a d'autres, ça va être des formations plus axées sur la relaxation. D'autres, ça va être plus sur la danse-thérapie, par exemple. Et D'accord. après, on peut avoir des formations pour approfondir aussi nos connaissances, soit des pathologies, soit des bilans aussi, parce qu'on commence toujours par un bilan avant de commencer le suivi. Et du coup, il y a des bilans qui peuvent être assez spécifiques. Par exemple, il y a un bilan qui est plus orienté sur la sensorialité. Et c'est un bilan qui est très long et du coup, il faut l'apprendre. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas appris à l'école. Il y en a d'autres qu'on a vus à l'école, bien sûr. Mais voilà, il y a d'autres formations pour se spécifier. Et puis, et en fait, chaque psychomotricien travaille avec qui il est. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal avec la relaxation. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout et j'en ai fait pendant ma formation, mais voilà, je le maîtrise pas à l'heure actuelle, donc je le propose pas. Par contre, là, cette année, avec un enfant, c'était un enfant qui avait donc un trouble du spectre autistique. On a beaucoup travaillé autour de l'imitation au début et je passais par la danse parce que ça me correspond beaucoup plus la danse. Et de manière générale, on passe beaucoup par le ludique, par le jeu, par le plaisir en fait, le plaisir de mouvoir son corps finalement. Ouais. Ok. C'était important pour toi d'avoir un métier en contact avec des gens, et puis du coup, c'est pour ça, j'imagine que tu as fait ce choix de plus travailler en labo, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour toi? Et à l'heure actuelle, je dirais que oui. Quand j'ai fait le BTS, je pense que je m'étais pas posé la question, je m'étais pas dit dans un laboratoire, je vais être toute seule ou quoi. C'est après, je pense que c'est venu, et c'est surtout le fait de me sentir utile qui a aussi fait pencher la balance, et dans le sens où j'avais besoin de résultats concrets. Parce que par exemple, dans les laboratoires, ceux qui sont dans la recherche, ils sont quand même très utiles de trouver des médicaments, des thérapies, etc. Mais finalement, pour moi, c'était pas assez concret. Alors que là, je travaille directement avec l'humain.
Je pense au libéral à une maman qui m'a dit, alors que j'ai fait peut-être 5 séances avec sa fille, qu'elle voyait déjà des évolutions. Et enfin, même moi, l'enfant, je vois qu'elle évolue, qu'elle est plus à l'aise dans son corps, qu'elle a envie de continuer. Et je pense que c'est surtout ça que j'avais besoin, le retour de l'autre directement. OK. Comment tu fais pour gérer, tous les aspects qu'il y a autour de l'humain? C'est-à-dire soit, une personne parce que, dans ces disciplines-là, ce qui joue beaucoup, c'est, la volonté, du patient, j'imagine. C'est pas difficile de gérer ça? Ou même potentiellement, tu vois, si c'est des enfants, les parents, est-ce que les parents sont impliqués? Est-ce que enfin, voilà, ils jouent le jeu? Comment ça se passe? Et ben, dans la structure où je travaille, donc je travaille en hôpital de jour, moi je suis pas du tout en contact avec les parents parce que finalement les enfants ont des référentes qui sont infirmières ou éduques spé, et du coup moi je vois pas les parents. Donc là je travaille plus avec l'enfant, même si voilà je peux mettre des mots dans le cahier pour expliquer ce qu'on a fait et ce qui est possible aussi de faire à la maison. Et en parallèle, au libéral, les parents, je les vois quasiment toutes les semaines, quoi, quand ils emmènent leurs enfants. Et le lien est complètement différent et le travail aussi. Parce que finalement, en libéral, il y a plusieurs familles qui, justement, attendent des aides, des solutions, des choses à mettre en place à la maison pour aider leurs enfants. Donc, il y a Ouais, les deux il y a les 2 côtés, quoi. aspects. Et comment tu fais, parce que peut-être enfin après je sais pas, c'est moi qui pense à ça, mais est-ce qu'il y a de l'affect? Parce que forcément tu travailles avec des personnes. Est-ce que, parfois j'imagine, enfin voilà, tu peux voir des choses assez difficiles, enfin, ça comment tu fais, du coup pour gérer l'affect et quand tu as fini ta journée, pouvoir un peu, entre guillemets «passer à autre chose»? Oui, en effet, surtout à l'hôpital de jour où souvent les enfants ont des histoires de vie assez compliquées, assez lourdes. Et bah oui, c'est pas facile de gérer tout ça et même sans prendre en compte leur histoire, juste eux, parfois ils peuvent amener des choses très violentes en séance. Ça m'est arrivé de me faire taper. Enfin, c'était pas volontaire, c'est juste que l'enfant ne sait pas faire autrement et ne peut pas faire autrement. Donc on prend. Souvent, on en discute en équipe aussi à la fin de la journée ou sur un autre temps de réunion pour justement débriefer, pour aussi souffler quoi et lâcher ce que nous on a senti. Et c'est pas toujours évident. Surtout là, les enfants, je les ai à la suite des autres. Et parfois, c'est pas évident d'être très disponible pour le deuxième quand le premier a été dur à gérer. Ouais et puis il t'a pris beaucoup d'énergie, quoi. C'est ça. Et pour passer justement à autre chose, c'est pas toujours évident. Alors des fois, il suffirait peut-être que je demande à une collègue de le garder 5 minutes, que j'aille faire un tour dehors et ça aille mieux. En tout cas, voilà, en rentrant de ma journée, souvent je fais du sport. Des fois, rien que prendre une douche, ça aide aussi à passer à autre chose. Et puis ouais, pas rester en tout cas avec ce qui a pas été. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou quoi, souvent j'en parle soit à des filles qui étaient dans ma promo de psychomote, soit à des copines qui sont pas du tout dans le domaine, mais juste à qui j'ai besoin de décharger en fait. Et puis on a aussi la possibilité de faire de la supervision, donc soit avec un autre psychomotricien, soit avec un psychologue pour justement quand on est bloqué dans une situation, trouver des solutions, comment un peu puis oui, s'en décharger et avancer finalement et pas rester bloqué quoi. Ouais. Est-ce que tu arrives à, comment dire? Par exemple, enfin voilà, tu es en dehors du travail, je sais pas, tu es avec, des enfants d'amis ou autres. Est-ce que, il y a des choses comme ça qui te sautent aux yeux? C'est un peu une déformation professionnelle? Parfois, ouais. Surtout pendant les études, ça pouvait m'arriver. Là, j'ai des petits cousins et des petites cousines. Bon, là, ils sont un peu plus grands, mais quand ils étaient bébés, c'est vrai que quand j'allais les voir, j'observais un peu comment ils se débrouillaient. Même là, j'ai une copine qui a eu un bébé il y a 1 an et demi. Et puis, quand on parlait des jeux, des jouets, il y a des choses, je disais, ah non, ça, tu prends pas, c'est pas super. Donc, Prends ouais, des plutôt fois, il y a un ça. peu de, c'est ça. Il y a un peu de déformation professionnelle. Ça marche. On parlait, du coup, de cette capacité d'adaptation et le fait aussi
de gérer un peu son énergie. Pour toi, c'est quel challenge tu rencontres au quotidien sur ce métier-là? Il y en a plusieurs. L'adaptabilité, toujours, parce que vraiment, on peut, surtout en libéral, on peut passer, bon là, j'ai que des enfants, mais parfois, on peut passer d'un enfant de 5 ans à un ado, par exemple. Donc, on fait pas du tout le même travail. Bon, là, c'est pas mon cas, j'ai des enfants du même âge, mais je travaille pas non plus les mêmes choses. Donc, enfin, penser à ce que tu fais maintenant, lui dire au revoir, penser à ce qu'il faut faire maintenant, et ne pas oublier de prendre des notes un peu après, en fait, quand on a du temps. Alors après, c'est une question d'organisation, hein. Il y en a qui prennent des notes tout de suite après, d'autres c'est en fin de journée, par exemple. Donc ouais, l'adaptabilité, et puis des fois aussi ne pas rester sur une idée. Parce que parfois, je peux arriver en séance en me disant, bon, bah, aujourd'hui, on va faire ça. Et l'enfant, il va arriver en colère, et pas du tout disponible. Bah, du coup, je vais pas lui imposer mon jeu, quoi. Je vais plus travailler autour de cette émotion, et pas spécialement de savoir pourquoi il est en colère, mais en tout cas, lui donner des clés pour se débarrasser de cette colère et voir ce qu'il peut lui en faire, comment il peut réagir face à cette situation. Enfin, vraiment s'adapter à chacun. Et puis, mon challenge aussi perso, c'est ouais, la disponibilité, qu'elle soit psychique, corporelle. Enfin voilà, quand on est fatigué, c'est pas toujours évident de sauter partout dans la salle parce que le jeu invite à faire ça. Et d'un autre côté, parfois il faut aussi s'autoriser à dire aux enfants ou aux patients, écoute, aujourd'hui je vais pas très bien, ou j'ai un peu mal au ventre, donc on pourra peut-être pas faire ce jeu, par exemple. Enfin, nous aussi, finalement, on est humains, et on accueille ce qu'ils amènent eux au jour le jour. Mais s'il y a quelque chose qu'on sent pas, je pense qu'il faut aussi qu'on se permette de le dire, parce que finalement, si on le cache, ils vont le sentir. Donc c'est pas la peine. Et puis il y a un autre challenge aussi au quotidien, alors pas spécialement en séance, mais un peu comme on fait là, c'est trouver les mots pour expliquer le métier et ce que je fais vraiment. Souvent, je pense dans les coboîtes, tu fais quoi dans la vie? Je suis psychomote. Ah je connais pas. Alors, pour expliquer en pas longtemps. Donc souvent, je reprends la phrase le corps, le cœur, la tête, et ça parle un peu plus. Et puis expliquer aussi ce qu'on fait, l'intérêt, parce que par exemple, en fait, souvent j'utilise des jeux lambda. Par exemple, je peux faire un cache-cache, mais alors voilà, ça peut être un jeu de cours de récré ou un jeu à la maison, mais finalement derrière ça, je travaille plein de choses. Je regarde comment l'enfant il réagit quand moi je suis cachée, quand lui il est caché. Est-ce qu'il m'appelle tout de suite? Est-ce qu'il peut attendre? Est-ce qu'il se montre tout de suite? Est-ce qu'il est un peu angoissé ou pas? Plein de choses comme ça, du coup, plus autour du lien pour ce jeu, et puis voir comment il construit les cachettes, s'il en construit ou pas, lesquelles il utilise. Il y a plein de choses qui se travaillent autour de tous les jeux, finalement. OK. Tu parlais effectivement que c'était, parfois un peu, complexe d'expliquer ce que tu faisais. Tu me disais que c'était en partie dû au fait que, c'était un métier récent. Est-ce que tu penses aussi que c'est dû peut-être à un manque de visibilité ou autre? Mais, comment ça se fait que ce métier, il est pas, autant, connu par exemple qu'un métier, je sais pas, orthophoniste? Alors ça, c'est une bonne question. C'est aussi un métier, enfin, ça dépend les villes. Par exemple, à Lyon, il y a beaucoup de psychomotriciens, que ce soit en libéral ou dans les structures. C'est très répandu, et ça commence à se développer un peu partout. C'est vrai qu'ici en Bourgogne, pas trop, mais de manière générale, c'est aussi un peu un désert médical, malheureusement. Ouais. Et puis, tu vois, je repense à mon médecin traitant pendant les études, qui m'avait demandé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui explique, et en fait, il connaissait pas du tout, sauf qu'en libéral, c'est les médecins qui doivent nous prescrire les ordonnances. D'accord. C'est un peu dommage de pas connaître un métier qu'il est censé prescrire. Après, voilà, c'est un médecin qui allait partir à la retraite quelques années après, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça se développe quand même plus, même au niveau des écoles. Les institutrices, instituteurs commencent à un peu repérer, à proposer aux parents aussi d'aller voir des psychomotes, comme je disais tout à l'heure, pour quand les enfants sont trop agités, par exemple. Donc, ça commence à se développer, mais ça dépend des territoires, je pense. Ouais, OK. Tu disais que c'était important pour toi d'avoir des résultats, concrets. Est-ce que, malheureusement, enfin, parce que chacun avance à son rythme, comment tu peux gérer, je sais pas si tu as de la frustration ou autre, mais, le fait que, soit
ça se débloque pas avec un patient ou ça prend un peu plus de temps? Je sais pas si ça arrive ou autre, mais comment du coup t'arrives à gérer tout ça? Eh ben, je pense qu'avec l'EHPAD, j'ai un peu lâché prise sur ça, dans le sens où à l'EHPAD, on sait que il y aura pas d'évolution avec les personnes âgées. On sait que la fin va arriver malheureusement. Et finalement, ce qui est important avec cette population-là, c'est l'instant présent. C'est que la personne, elle est passée un bon moment. Oui, on a un peu travaillé, mais en tout cas, peut-être qu'avoir marché 10 minutes dans le couloir, ça lui aura fait plaisir pour toute la journée et qu'elle sera fière d'elle, même si le lendemain, elle va peut-être pas réussir. Donc, avec cette population-là, je pense que j'ai appris à un peu lâcher ça. Et puis, avec les enfants, parfois, faut revoir aussi ses objectifs. Faut vraiment y aller par étapes. Surtout, bah, oui, je pense aux enfants qui ont du coup des TSA. Bah, des fois, l'objectif, ça va juste être qu'il accepte de venir en séance et qu'il reste, par exemple, une demi-heure dans la salle. Donc, faut pas avoir des objectifs trop grands. Et puis savoir les réadapter aussi. Ok. Et ce qui aide, en tout cas dans la structure, ce qui est enfin, le travail d'équipe aussi, il est très important sur ça, parce que finalement peut-être que moi toute seule je vois pas d'évolution sur mon point de vue, alors que quand je vais discuter avec une collègue, ben elle va avoir une évolution sur autre chose et je vais me dire ah bah oui c'est vrai qu'en séance ça aussi ça a évolué. Donc des fois changer de point de vue et finalement souvent il y a quand même des choses qui bougent en positif. C'est rare que ça bouge trop en négatif. Ouais. Et puis peut-être aussi qu'il y a les parents aussi à gérer, qui ont envie de voir des résultats tout de suite, donc ils sont là limite à chaque fin de séance alors, etc. Oui, surtout en libéral où bah, malheureusement on n'est pas remboursé. Donc les parents attendent un résultat. Bah, c'est souvent que les parents me demandent mais pour combien de séances il va en avoir. Bah, en fait c'est pas une recette magique. Enfin je peux pas appliquer quelque chose comme ça. Je pense à un enfant que à la base il est orienté pour des troubles de l'écriture. Alors oui, en effet, il a des troubles de l'écriture par rapport à son âge, sauf que bah, derrière tout ça, au niveau, je pense, tonico-émotionnel, donc tout ce qui est, par exemple, en séance, on jouait avec un dé en mousse, comme un ballon, quoi. Et il l'a jeté très très fort dans la salle. Et je sentais qu'il y a quelque chose qui débordait, en fait. Et le travail, du coup, alors oui, je vais travailler l'aspect graphique, mais je vais travailler aussi tout ce qui est tonique et au niveau des émotions aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a soit pas été dit pendant l'entretien avec les parents, soit que lui ressent et qu'il peut pas l'exprimer. Et il y a d'autres choses qui jouent. Ok. Mais ça, je peux pas dire pour combien de temps il y en a. Oui, c'est pas, tu peux pas te projeter parce qu'en plus c'est au cas par cas. Tu vois comment les patients évoluent. Tu me disais que c'était un métier récent. Comment tu vois évoluer du coup ce métier-là? Bah déjà, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Bah, comme je te disais tout à l'heure, au début, c'était principalement auprès des enfants et maintenant, c'est vraiment tout au long de la vie. Et puis même au niveau des structures, bah, il y a plusieurs psychomotriciennes qui sont sur Instagram, dont une qui travaille en prison, par exemple. Alors, c'est dans le domaine de la psychiatrie, mais quand on dit prison, les personnes ont une représentation de ce que c'est, enfin, voilà, de ce qu'est la prison. Et là-bas, elle travaille plus justement au niveau des émotions, de la gestion de la colère, par exemple, des choses comme ça. Ça peut aussi se développer dans l'accompagnement aux parents. Une autre psychomote aussi, pareil, qui est sur Instagram, elle parle beaucoup d'hygiène naturelle infantile. Donc, en fait, elle accompagne les parents pour la propreté de leurs enfants. Donc, en fait, elle pratique un peu le sans couche. Alors, pas le 100%, parce que voilà, il faut toujours nuancer. Mais elle, c'est ça, enfin, elle est plus spécialisée là-dedans. Et puis, en cours, on a aussi eu un prof qui nous parlait d'intervention dans les entreprises, justement, pour la gestion du stress ou pour les postures, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a mille choses à faire. Moi, je sais que là, j'aimerais bien proposer un atelier de danse, mais pour des enfants qui ne pourraient pas aller dans un cours de danse classique, quoi. Ça, j'aimerais bien proposer ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment mille choses à faire, que ce soit en prévention pour les tout petits, comme les personnes âgées, les préventions des chutes, etc. Comme proposer des choses plus autour du bien-être corporel. Hmm. Oui, c'est vrai que pour certains enfants, du coup, qui
qui ont ce type de complications, ça peut être difficile pour eux de faire des activités parce que les intervenants, les personnes qui font les activités ont pas forcément, déjà ont pas les compétences, ont pas forcément le temps. Il y a tout un groupe, etc. Et il faudrait du coup que cet enfant ait comme une personne, un accompagnant qui puisse l'aider sur l'activité, non? Bah, ça pourrait, bah, c'est comme par exemple à l'école, il y a donc avant on appelait ça des AVS, maintenant c'est AESH. Bah, les enfants ont une personne avec eux pour les accompagner dans l'apprentissage, pour soit pour les aider au niveau de l'écriture, soit pour les aider justement à rester en place par exemple, ou leur offrir la possibilité d'aller courir 5 minutes dans la cour sans déranger le maître ou la maîtresse qui eux sont tout seuls face à une classe de plus de 20 élèves. En effet, dans les activités, c'est un peu la même chose. Enfin, quand il y a un adulte pour plein d'enfants, bah oui, ça peut se faire, mais quand tu as un enfant ou plusieurs qui a des difficultés, bah c'est pas toujours évident. Ouais. Puis surtout, ils sont pas formés pour. Mm. Aussi, oui. Ouais. Quand tu me parles de ton métier, donc tu me parles beaucoup de femmes. C'est un métier qui est principalement féminin. Et ben majoritairement, dans ma classe, on était une soixantaine, et sur 60, il devait être 5 garçons, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est pas énorme, mais on retrouve souvent ça dans les métiers du soin, à part kiné, je pense. Enfin, je trouve que kiné, il y a plus d'hommes Ouais, que c'est vrai. en psychomote par exemple. Mais tu prends aussi infirmier, enfin moi mon équipe à l'hôpital de jour, on n'est que des femmes. Il y a un seul homme et encore il est allé sur une autre structure, mais c'est vrai que les métiers du soin c'est souvent féminin quoi. Alors que la présence, enfin les hommes ont toute leur place et ça apporte d'autres choses dans la relation avec les enfants, surtout les enfants qu'on a à l'hôpital de jour, qui des fois ont besoin d'un cadre. Des fois avec un homme ça va être plus facile ou ça va être en tout cas différent. Oui, tu penses que le sexe du praticien compte pour beaucoup et peut influer du coup le patient? Alors peut-être pas le sexe, mais déjà juste la personne, D'accord. parce qu'en fait, si ça passe pas avec l'enfant et que ça vienne de l'adulte ou de l'enfant qu'il y a quelque chose qui va pas, on va pas insister en fait. Si la relation passe pas, on va pas se mettre à mal tous. Et après, en effet, pour certaines situations, je pense à un enfant qui a malheureusement perdu son papa récemment. Je pense que si j'étais un homme, il se passerait d'autres choses dans les soins. Que D'accord. là, actuellement, en étant femme. Ouais. Ok, super, super intéressant. Tu me disais du coup que au début tu avais choisi biologie. Est-ce que du coup en regardant un peu ton parcours, est-ce que tu as des regrets ou il y a des choses que tu ferais autrement aujourd'hui, ou alors ton parcours a fait que aujourd'hui t'as trouvé ce poste dans lequel tu t'épanouis? Je pense que je regrette rien parce que vraiment le BTS m'a apporté beaucoup. Pour moi, c'était une continuité du bac en fait, parce que du coup, j'ai D'accord. eu le bac, j'avais 17 ans et le BTS, j'avais 19 ans. Et du coup, je me sentais très jeune, enfin, je me voyais pas travailler tout de suite et je me voyais pas non plus continuer les études dans la bio en fait. Mais je pense que ouais, ça a été comme un tremplin quoi, qui m'a donné assez confiance en moi pour le concours, qui était principalement basé sur la biologie, je l'avoue, et pour aller voilà vers autre chose quoi. Ça a été vraiment une étape en fait, ce BTS et là où j'en suis aujourd'hui. Et après, je sais que je pourrais toujours évoluer en fait dans le sens où voilà, là actuellement je travaille en hôpital de jour. Avant j'ai travaillé en EHPAD. Je sais que plus tard si j'ai envie de changer, je pourrais changer, développer le libéral par exemple, puisque c'est une pratique qui me plaît beaucoup en tout cas actuellement. Donc je me dis qu'en fait je trouverais toujours une façon d'évoluer à travers ce métier. Et comme on disait tout à l'heure, avec les formations qui sont possibles, en fait tout peut être complémentaire et du coup, la pratique sera jamais la même aussi. Oui, et puis ça, du coup, ça c'est, tu trouves ça super intéressant de pouvoir un peu avoir cette capacité de projection, et aussi que c'est pas une projection figée.
parce que du coup, tu pourras faire, voilà, tu parlais par exemple des ateliers de danse. C'est une évolution qui te correspond toi. Et au final, un peu ce métier-là, vous avez des parcours quand même qui restent assez différents parce que ça dépend du coup de la personne, quoi. Complètement, oui. Oui, il y en a, ils vont être plus à l'aise avec, par exemple, l'escalade. D'autres, ça va être dans, dans les soins avec de l'eau, par exemple. Donc, puis d'autres, ça va être... Enfin, j'ai une copine qui travaille que avec des personnes âgées et elle se voit pas travailler avec des enfants. D'autres, ça va être le contraire. Enfin, cette liberté-là dans le métier enfin, voilà, de s'adapter aussi à qui on est, c'est quand même très riche et très important. Du coup, est-ce que c'était important pour toi dans le choix de ce métier d'avoir cette projection qui permet de pouvoir évoluer un peu comme tu le souhaitais et de pas avoir un cadre figé comme dans d'autres métiers, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais t'es comptable, tu sais que, enfin voilà, ton évolution, ce sera potentiellement expert comptable ou autre. Je dis peut-être n'importe quoi, il y a peut-être d'autres évolutions et je m'excuse pour les comptables qui nous écoutent, mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire par rapport au cadre. Oui, alors c'est vrai que au début des études, j'avais pas cette image qu'on pouvait faire autant de choses. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir cette image et de pas me sentir bloquée dans une seule pratique. Même si, voilà, je sais que par exemple, je pense que ça me plairait beaucoup de travailler auprès des bébés, mais je sais que va falloir que je me forme un peu plus qu'actuellement parce que c'est pas mon domaine de prédilection à l'heure actuelle. Et puis ça enrichit en fait de travailler avec plusieurs populations en parallèle. Et en effet, le fait de pouvoir évoluer, c'est important pour moi et en tout cas dans la pratique parce qu'au niveau du métier, psychomote, ça reste psychomote. Après, je sais on peut évoluer en tant que cadre de santé par exemple. Alors c'est pas du tout dans mes projets, mais rien que déjà dans la pratique du métier, le fait que voilà, je puisse je sais pas, un jour travailler comme je faisais avant en fait, un jour avec un enfant puis un jour avec une personne âgée, c'est complètement différent et c'est pas que je fais pas le même métier, mais c'est autre chose, ça me nourrit moi aussi parce que je m'ennuie pas quoi, contrairement justement au laboratoire où alors c'était peut-être mon stage aussi qui voulait ça, mais être entre quatre murs et attendre que les réactions se passent dans le petit tube, c'était un peu long pour moi. Ouais, et puis ça doit être les mêmes gestes, les mêmes procédures, etc. C'est ça. Alors que là, psychomote, c'est un métier où on bouge tout le temps et on est toujours amené aussi à réfléchir, à échanger, que ce soit voilà, avec des collègues ou avec les parents. Et c'est ça qui est intéressant pour moi et qui est important aussi. Voilà, c'est d'être en mouvement finalement. Ouais. Ok, ça marche, merci. Tu me parlais tout à l'heure, tu me disais que c'était un peu difficile d'expliquer ton métier. Est-ce que tu as déjà eu une remarque assez surprenante sur ton métier quand tu dis que tu es psychomotricienne? Quelque chose comme ça qui t'a marqué quand tu parles de ton travail? J'ai pas souvenir de remarques un peu bizarres ou qui m'a surpris. Ouais, non, j'en ai pas trop. Ça Souvent, marche. quand j'explique, on peut un peu nous confondre avec les ergothérapeutes ou les kinés, parce que voilà, des fois, on a des champs qui se regroupent en effet, mais au final, on n'a pas le même métier. Quoi. Et souvent, les deux autres métiers sont un peu plus connus que Ouais. psychomote, mais ça va tendre à ce qu'on soit tous au même niveau. Ouais, j'espère. Ok. Pour terminer cet enregistrement, j'aimerais du coup savoir quelle est ta vision du travail aujourd'hui. Tu me disais quand tu étais petite, c'était assez flou, tu n'avais pas forcément de vision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision du travail et plus généralement, qu'est-ce que ça représente pour toi le travail? Alors, pour moi, le travail, c'est important que je m'y sente bien. Autant dans ce que je fais que avec qui je suis. Par exemple, à l'EHPAD, je sentais que c'était trop lourd, pas au niveau des personnes de l'équipe, mais plus dans le fait où malheureusement, ils étaient beaucoup dans s'adapter au niveau des plannings. On parlait tout le temps que de ça et malheureusement, la psychomote avait pas beaucoup de place. En tout cas, j'arrivais pas à faire ma place. Donc, c'est aussi pour ça que je suis partie, c'est que je m'y sentais moins bien et je voulais aussi voir d'autres choses. Et puis après, là, depuis que je travaille, je pense que je suis pas arrivée dans le monde du travail au meilleur des moments. J'ai une collègue qui me dit souvent que
que je suis forte, que j'ai passé là. Voilà, le fait du Covid, on a changé d'hôpital qui gérait là où je travaille. Donc, il y a eu des changements, que ce soit au niveau de la population, des plannings aussi. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Là, ces 6 derniers mois, il y a eu beaucoup d'absence au niveau des collègues. Enfin, elle me dit, mais vraiment, t'es courageuse d'avoir fait tout ça. Et en fait, moi, je me rends pas compte. Je me dis, c'est comme ça, c'est ça le travail. Et je pense que j'ai encore une image qui est pas tout à fait juste du travail, dans le sens où je pense que je prends sur moi parfois, que je m'en rends pas compte. Mais je pense que si plus tard j'ai un environnement de travail, on va dire, plus sain, mais c'est aussi, voilà, il n'y a pas le contexte général actuel. Et je pense que je m'en rendrai compte avec le recul. Mais là, actuellement, ouais, je pense que ma vision, elle est pas super juste. Ouais, ok, super. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et c'est sûr, du coup, ta vision du travail qu'on va terminer. Merci beaucoup, Lorraine. J'ai beaucoup apprécié cet échange et je trouve ça super intéressant comme métier. Et puis, effectivement, il est trop peu connu aujourd'hui. Si tu as des liens à nous partager pour découvrir ou peut-être les différents comptes Insta que tu as cités tout à l'heure, n'hésite pas, comme ça je les partagerai. Et en tout cas, on sent que tu es épanouie sur ton poste et ton métier, dans ton métier du moins. Et du coup, ça donne envie vraiment d'en savoir un peu plus. Et voilà, et en tout cas, je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup à toi, Jalila. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis. Ça donne beaucoup de visibilité et de force au podcast et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Retrouvez tous les différents comptes Insta évoqués dans l'épisode en description. Quant à moi, on se retrouve aussi sur Insta et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas également à me contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur About the Role. Prenez soin de vous et à très vite.